Merci. J'aurais dû me méfier en acceptant cette clôture ou quasi-clôture de notre journée. Impossible évidemment de résumer, puis ça serait ridicule, les propos qui ont été tenus et de les ordonner comme si j'avais un regard de surplomb, un regard divin sur cette humanité qui a parlé depuis ce matin. Alors, je voudrais me servir du titre qui est proposé, qui est perspective générale. J'enlèverai général, je mettrai perspective. Qu'est-ce que c'est qu'une perspective ? C'est, on le sait, tout à fait une création relativement moderne, 15e siècle à Florence, qui invente un point de vue qui désormais va donner du sens au monde qui nous entoure, en créant un espace cohérent, mais artificiel, où s'étagent le premier, le deuxième et l'arrière-plan, et qui, du point de vue historique, représente une nouvelle représentation de la société. Donc, pour moi, ouvrir quelques perspectives, c'est vous imposer ou vous proposer un point de vue que je vais adopter sur ce que j'ai entendu, en l'ordonnant, en l'organisant, mais en espérant que cela ouvre pour vous, comme toute perspective, des points de fuite et l'envie d'aller plus loin. Il m'a semblé qu'il y avait trois points de vue qui s'étaient ordonnés dans cette journée. Le premier, on n'en sera pas surpris, le rôle du droit dans cette question très compliquée finalement, de l'expression de nos différences, y compris liées à la laïcité, donc le rôle du droit. Dans un deuxième point de vue, il me semble qu'on a beaucoup insisté sur le rôle de la censure. Et puis je dirais, in fine, et quid de la laïcité, dont finalement on a peut-être moins parlé que le titre ne le laissait prévoir. Alors, d'abord, le rôle du droit. L'essentiel a roulé autour de l'idée que le droit posait des limites. Et poser des limites, c'est tracer un espace, c'est définir un lieu dans lequel il est possible de voyager. Alors je m'étais dit, d'abord, les premières limites, ça serait peut-être de se demander d'où venaient les textes qui organisaient la liberté d'expression et puis les textes qui organisent la laïcité. Et je me suis amusé au petit jeu de dire, mais finalement il y a une sorte de chiasme, parce que les deux textes fondamentaux, qui sont ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, mettre article 10 en premier, la liberté religieuse, article 11 en second, la liberté d'expression. Je me suis dit, il y a un ordonnancement, qui est lié d'ailleurs au débat politique, mais enfin, qu'on pourrait utiliser pour dire d'abord, la summa divisio, c'est ce qui est laïque et ce qui ne l'est pas, et puis ensuite, la manière de parler qui est indifférente à cette distinction, mais qui arrive en second. Puis quand j'ai pris les textes les plus récents, les textes législatifs, eh ben, c'est exactement l'inverse. La Troisième République, elle commence par énoncer des tas de libertés, à commencer par la loi de 1881 sur la liberté d'expression, et elle ne terminera que 30 ans plus tard, pas tout à fait, avec la loi de 1905 sur la laïcité. Donc finalement, il n'y a pas d'ordre de préséance entre l'un et l'autre, et aujourd'hui on peut dire que ces deux principes, celui de la laïcité et celui du fondement même de notre démocratie, la liberté d'expression, ne sont pas dans une hiérarchie concurrente. Alors au fond, on a discuté, et j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant, sur la manière dont la loi protégeait nos libertés, ou ouvrait même notre liberté d'expression et de création. Et on a bien vu qu'il y avait une abondance, une surabondance même de textes qui venaient au fur et à mesure limiter ces libertés d'expression dont les lois mémorielles viennent d'être ici le dernier exemple. Et au fond, les citoyens sont, on l'a vu, demandeurs de ces limites. On a cité 450 textes que je reverrai après, et qui sont la suite, au fond, d'une demande sociale pour éviter qu'on puisse s'exprimer de telle ou telle manière. Donc, en effet, le rôle du droit, c'est théoriquement de nous ouvrir vers la liberté
et nous réalisons que c'est quand même de poser de plus en plus de limites. Et ces limites, elles ne sont pas simplement l'effet d'un État autoritaire, ce qui nous arrangerait bien, mais elles sont l'effet d'un consensus, bien souvent, quand ce n'est pas d'une demande ouverte de la part de nos citoyens. Alors il y a en perspective un travail à faire sur les limites dans notre société et sur les limites de la liberté. Le deuxième point qui a été soulevé, c'est le rôle de la censure. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il y a poids et contrepoids. Chaque fois qu'on décide de droit, on devrait aussi faire apparaître des devoirs. Je rappelle simplement qu'en 1789, ce faux équilibre a été refusé, et heureusement, puisque en réalité, c'était donné d'une part ce qu'on retirait de l'autre, et heureusement, nous n'avons qu'une déclaration des droits, et il n'y a pas de déclaration des devoirs. Mais pourtant, la multiplicité aujourd'hui, on l'a rappelé, des 450 textes limitant la liberté d'expression, pourrait apparaître comme la formule plus moderne, mais des anciens devoirs, qui permettrait d'imposer ou de faire en sorte que tout quand même ne puisse pas être dit. Je relèverai que dans ce rôle de la censure, on voit qu'il y a, tel que je l'ai entendu, un double déplacement qui s'est opéré. D'abord, un déplacement géographique. On n'y a pas beaucoup insisté, mais pour moi c'est important. Désormais, nous ne sommes plus seuls en Europe. Et nous voyons bien que le droit européen vient prolonger ou aggraver quelquefois le droit français. Je n'en veux pour preuve qu'un certain nombre d'arrêts de la Cour de Strasbourg ont été cités. Je rappelle que quand même depuis que la Convention européenne des droits de l'homme fait partie de l'Europe des origines du marché commun, nous avons deux cours qui peuvent statuer, Strasbourg et Luxembourg. Et j'ai l'impression que, sans qu'ils ne connaissent rien, les Français commencent à s'habituer à l'idée que si on perd à Paris, on ira à Luxembourg ou on ira à Strasbourg. Ils ne savent pas ce que ça veut dire exactement, mais on sait qu'il y a quelque chose qui sera la dernière instance. Et c'est très intéressant de voir que ce déplacement géographique permet d'imaginer qu'il y a d'autres sanctions possibles que celles auxquelles nous étions habitués. Alors je rappelle que ces cours européennes, elles statuent en fonction du droit national et pas simplement en fonction du droit européen. Ou plutôt, elles essaient de voir en quoi le droit européen peut s'appliquer dans des contextes nationaux différents. Je pensais à une affaire d'un professeur de collège qui avait écrit des choses très vilaines sur Mahomet et qui a été finalement relaxé par la Cour de Strasbourg parce qu'on a estimé que la manière dont il l'avait dit n'était pas coercitive ou en tout cas injurieuse à l'égard des musulmans et que d'ailleurs les traditions anglaises de liberté permettaient cette expression. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui un déplacement géographique peut-être auquel il nous faudrait être plus sensibles. Et je vous avoue que avoir le sentiment de prêcher dans le désert est une pratique que j'ai expérimentée depuis 30 ans dans ma faculté, mais qu'il faudrait peut-être un peu mieux intégrer cette perspective. Et je ne parle pas de cela à cause de la catastrophe électorale d'il y a quelques jours, mais intégrer dans nos réflexions ce qu'apporte de plus ou de moins ou de contestable la construction européenne dans ce déplacement des limites. Et puis je trouve qu'il y a eu un deuxième déplacement tout à fait intéressant dans ce rôle de la censure. C'est un déplacement que j'appellerais social, c'est-à-dire que la censure, qui pendant longtemps est une affaire d'État, depuis le cabinet noir de la monarchie, est devenue de plus en plus de censure opérée par des groupes privés. C'est-à-dire qu'il y a là un autre déplacement qui est beaucoup plus important, me semble-t-il, parce qu'il est moins visible. L'Europe, Strasbourg, on le voit. Le déplacement, quand c'est un groupe qui appartient à une grande entreprise multinationale, il est beaucoup moins visible et il n'a pas l'aura d'une cour de justice. Or, on a appris comment ces entrepreneurs privés, ces personnages et ces acteurs du marché pouvaient être beaucoup plus efficaces, y compris par la dissuasion dont ils sont porteurs, que des textes un peu drastiques, mais qui répondent à une autre logique qui était de type étatique et je dirais top-down, l'État sur la société. Là maintenant, c'est à l'intérieur de la société.
Et donc, il nous faudrait réfléchir dans cette deuxième perspective sur ce que j'appellerais un travail sur le déplacement. Les déplacements qui font qu'aujourd'hui, dans le traitement de cette question, nous ne sommes plus avec les mêmes institutions et les mêmes ingrédients que ceux qu'on pouvait utiliser il y a 100 ans, et même 50 ans. Et enfin, troisième et dernière question qui m'a semblé avoir été entendue, est la laïcité. Alors on en a beaucoup moins parlé. On en a parlé, me semble-t-il, lorsqu'on a évoqué les questions d'éducation. On n'a pas beaucoup parlé, sauf tout petit peu, par quelques exemples, du blasphème et de la montée en puissance de certains groupes religieux pour aller devant les tribunaux. Mais on en a parlé de manière plus allusive, à mon avis, à travers l'idée de la gestion, au fond, des sociétés et donc de l'éducation. Au fond, qu'est-ce que c'est que gérer une société ? Ce n'est pas, comme le croient mes collègues constitutionnalistes, avoir des règles qu'appliquent des gens extrêmement distingués. C'est gérer des questions, je dirais, pour simplifier, d'émotions. C'est-à-dire de compréhension, de mode de vivre, de mode de sentir dans la société. On l'a vu dans l'histoire qui vient de nous être rappelée, la question de la colonisation, c'est une question d'émotion, au fond mal gérée, de savoir est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne l'a pas fait, jusqu'où ça allait, pourquoi c'est complètement contradictoire avec les principes que nous étalions par ailleurs. Et on a beaucoup insisté, enfin certains ont insisté avec bonheur, me semble-t-il, sur le fait que ces émotions, elles ne sont pas pérennes dans l'histoire. Il y a déjà beaucoup d'historiens qui ont écrit des histoires, des émotions, des histoires, des sentiments. Et je pense que nous sommes justement dans une période de changement des sensibilités. Et notamment à propos des œuvres artistiques, s'est posé la question de savoir comment elles pouvaient être créées et reçues. Et au fond, réapparaît ici cette histoire de l'artificialité, de la représentation du réel. Le réel n'y est pas simplement vécu, il est pour être transmis, représenté. Mais la représentation, ce n'est pas le réel, c'est la construction de notre monde tout à fait artificiel, mais sur lequel nous tombons d'accord pour pouvoir converser, c'est-à-dire être ensemble. Or, beaucoup de manifestations, y compris religieuses, ont, comme on le sait, à voir avec la représentation au sens premier, et même certains ont soulevé la question de la représentation à travers des mots, parce que tout le vocabulaire que nous utilisons, et qui est au fond l'élément central pour moi dans une œuvre d'enseignement, pour l'avoir pratiqué longuement, et surtout de manière plus informelle au sein de la Ligue, à travers des jeux, à travers un contact différent avec les jeunes. Au fond, toutes ces formes de représentation permettent de faire voir ce qui n'est pas visible, de faire voir ce qu'on ne voit pas immédiatement. Et il me semble que là, nous sommes devant un vrai problème qu'engage le problème de la laïcité vis-à-vis de cette question de l'expression, qui est un problème d'éducation. L'éducation, c'est finalement ouvrir une perspective, c'est-à-dire construire avec celui qui est avec nous un point de vue qui est discutable, qui ne sera pas éternel, mais que l'on peut construire, et donc déconstruire, que l'on peut expliquer, et qui donne du sens à un environnement qui, en soi, n'a pas de sens. Je voudrais donc conclure pour dire, moi, ce qui m'a intéressé dans cette journée, c'est cette ouverture des trois points de vue, des trois perspectives. Au fond, la perspective de la limite, la perspective du déplacement et la perspective de l'éducation. Au fond, trois combats que nous engageons à la Ligue, comment nous pouvons tracer des limites qui sont non pas des obstacles ou des amoindrissements, mais ce grâce à quoi nous pouvons exister. On sait bien que les enfants qui n'ont pas de limites deviennent fous, et les adultes encore plus. Tracer, ou plutôt reconnaître des déplacements, parce que la société comme le monde n'est pas immobile. Et enfin, voir ce qu'est l'éducation comme le partage d'une perspective commune. Et au fond, tout ça, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer peut-être à notre congrès à Marseille, c'est être un acteur politique. Je vous remercie.